Alors, tout d'abord, avant de commencer, je vais quand même j'aimerais effectuer une reconnaissance des territoires, pardon, et souligner que notre travail à PPE, ainsi que le travail de nos partenaires provinciaux, se passe sur des territoires ancestraux autochtones où 46 traités et autres accords ont été décidés. J'aimerais reconnaître que je suis sur les territoires traditionnels Anishi-Bewaki, Haudenosaunee, Ati-Wonderonk, Mississauga et Mississauga des Premières Nations crédites, territoire visé par le traité 3 de 1792. Donc, je vais mettre dans le chat des liens qui vont vous permettre d'en savoir un petit peu plus sur ces traités. Alors, je vais présenter notre présentateur de ce soir, qui est le docteur Amadou Ba, qui va donc nous parler de l'histoire de l'immigration francophone au Canada. Si vous avez des questions en cours de présentation, s'il vous plaît, écrivez dans le chat et on y reviendra à la fin de la présentation. Alors, docteur Ba est titulaire d'un doctorat en histoire, d'une maîtrise en sciences politiques et d'un baccalauréat en enseignement. C'est un historien, un chercheur et un écrivain. Actuellement, Dr Ba enseigne l'histoire de l'Afrique à l'université Nipissing à North Bay. Il donne également des cours au département d'histoire et de sciences politiques à l'université Laurentienne à Sudbury. Il est également l'auteur de plusieurs livres, dont 2 livres jeunesse. Je donne donc la parole à notre présentateur, Dr Amadou Ba. Merci beaucoup, Georgette, pour cette présentation. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Milfat. Bonsoir tous les organisateurs et organisatrices. C'est toujours un honneur pour moi d'avoir la parole et puis de partager ces moments-là. Je vous parle présentement de Sturgeon Falls, dans le West Nipissing, entre North Bay et Sudbury. Donc, je vais commencer aussi par la reconnaissance du territoire, puisque nous sommes situés sur le territoire à Atiskamek, Anishinaabe et Wanapité, Nipissing, régi par le traité Huron-Robinson de 1850. Donc, nous disons merci aux peuples qui nous ont précédés et pour avoir entretenu ces terres et les léguer pour que nous puissions y vivre calmement. Donc, merci beaucoup. Ceci étant, donc, je vais aller assez rapidement pour faire une présentation assez rapide de l'histoire de l'immigration francophone depuis quand même sur une longue période. Mais le but, c'est d'arriver à l'immigration actuelle et voir c'est quoi cette immigration et pratiquement finir avec les défis aussi et les opportunités de cette immigration-là. Donc, si je peux partager mes diapos, c'est ça que je vais essayer de faire. Ça va aller beaucoup plus facilement pour moi. Alors, est-ce que je peux agrandir ici? On dirait que j'ai du mal à voir où mettre. OK, c'est peut-être... Est-ce que vous souhaitez que je fasse un partage de l'écran de la présentation? Je voulais juste agrandir le... Mais je n'arrive pas. Mais OK, vous pouvez le faire aussi, n'est-ce pas? Ouais. Alors, peut-être que je vais arrêter ici. OK, c'est bon, je l'ai trouvé. Merci. C'était bloqué avec mon ordinateur. Donc, une minute. Voilà. Donc, je vais vous partager ça. Excusez-moi, voilà, c'est ici. Vous me direz si c'est bon, si vous voyez correctement. Donc là, sur cette page, donc, comme je dis, je vais essayer de parler assez rapidement de l'histoire de l'immigration. Donc, si je dois parler de façon assez rapide, le Canada, donc c'est un pays donc, qui est souvent cité quand même comme un lieu privilégié pour l'immigration, que ce soit pour les... Excusez-moi, Amadou, est-ce que vous voulez mettre votre présentation en plein écran? Oui. Merci. C'est bon?
Oui, c'est très bien, Ok, merci. parfait, parfait. Donc, je faisais un petit rappel par rapport donc, à un certain nombre d'éléments, notamment le fait que le Canada, c'est quand même un pays qui est privilégié pour l'immigration. Aujourd'hui, on parle, il y a des chiffres qui sont sortis récemment, mais les derniers chiffres parlaient d'une immigration, donc d'une population qui est à 21%, donc c'est quand même assez important. Et le Canada fait partie des pays où l'immigration est très importante. Cinquième au monde, et puis pratiquement aujourd'hui, on voit l'importance de l'immigration, notamment donc celle qui nous concerne, c'est l'immigration francophone. Donc, sur le plan national, les derniers chiffres aussi que j'avais, ce sont environ 21% de la population canadienne qui se considérait comme francophone. Donc, c'est aussi important. Toutefois, moins de 5% de la composition des communautés francophones vivant au milieu minoritaire, donc on les retrouve en Ontario et ailleurs dans le Canada. Alors, j'essaie de faire un état des lieux assez rapide, également sur l'espace géographique, en dehors, donc, comme j'ai dit, du Québec. On retrouve quand même des communautés francophones d'est en ouest, hein, des 10 provinces aussi dans les 3 territoires. Traditionnellement, donc, c'est une immigration dans la première phase, comme j'ai essayé de montrer ici, c'est depuis les explorations. Hein, les dates les plus importantes, c'est l'arrivée de Jacques Cartier dans les années 1534, donc qui est venu pour explorer dans un contexte global mondial où les puissances dominantes allaient à la recherche de richesses. Donc, les Portugais sont allés en Amérique latine, d'autres sont allés en Afrique, les Espagnols en Amérique latine également. Donc, c'est dans cette mouvance-là qu'on peut situer le contexte. Mais ça, c'est histoire, on ne peut pas rentrer dans les véritables motivations. Ensuite, suivi de Champlain, 2 voyages. Donc, je parle ici des francophones, hein. Je n'ai pas parlé des autres explorateurs, que ce soit anglais ou d'autres nationalités. Alors, ces explorations et cette première migration a donné naissance à un vaste empire connu sous le nom de la Nouvelle-France, qui a existé pratiquement de 1660 à 1760. Hein. Ensuite, après la guerre de 7 ans, on va voir la naissance donc des provinces du Québec et puis le Haut et le Bas Canada par la suite. Ensuite, on va avoir les 2 Canada. Et on va finalement se retrouver dans la Confédération à partir de 1867. Donc, cette immigration, elle a eu d'abord elle était au début beaucoup plus d'hommes, mais on va avoir arrivé des militaires, mais également des jeunes filles, puisque c'était une immigration de peuplement. Hein. Donc, ça, c'est l'histoire canadienne francophone. Alors, il y a des dates importantes également, notamment la guerre de 7 ans, mais avant ça, la perte de l'Acadie aussi, hein, qui était un des premiers territoires occupés par les Français, donc devenus les Acadiens, donc dans l'Est canadien. Mais on note qu'après la guerre de 7 ans, il y a un ralentissement de l'immigration française, pratiquement sur une période de 100 ans, entre 1760 et 1840. Donc, comme je dis, la Nouvelle-France étant devenue une colonie britannique, maintenant l'administration, le gouvernement, c'est piloté par les Britanniques. Donc, les questions migratoires également sont gérées par eux. Toutefois, on note que à partir de 1840, surtout dans la mouvance de l'immigration du 19e siècle, il y a aussi d'autres Français qui vont arriver, composés notamment d'instituteurs, médecins, des avocats, qui sont originaires soit de la France, mais aussi de la Belgique, de la Suisse, et d'autres territoires où on parle français aussi. Donc, ça va s'ajouter à cette population qui est restée. Donc, ici, je montre quelques petites implantations hein, que vous pouvez voir. Donc, la deuxième période qui est importante, c'est après l'accalmie des 80 années, c'est donc entre 1840 et 1869. C'est une reprise, donc cette immigration sous l'impulsion de l'Église catholique. Donc, l'Église catholique a joué un rôle très, très important à pratiquement remplacer les institutions françaises à un certain niveau. Donc, c'était aussi pour faire face à un contexte également hostile de l'identité francophone, notamment éviter une assimilation également. Donc, c'était vraiment important de faire venir des immigrants. L'autre élément soulevé aussi, c'est faire barrage au rapport Durham. C'était un rapport après les révoltes des années 1837 dans le Bas-Canada. C'est des révoltes donc nationalistes, identitaires. Durham donc a été envoyé de Londres et puis il est arrivé avec un rapport
assimilationniste, pratiquement raciste, qui a hérité aussi la communauté. Donc, il fallait vraiment une réponse à cela. Le clergé catholique, donc, a joué un rôle majeur dans la volonté de faire venir des immigrants francophones. Ça, on le retrouve dans cette période-là. Il y a une troisième phase qu'on peut situer dans le contexte de la fin du 19e siècle, surtout la ruée vers l'or et l'immigration agricole dans les prairies et dans l'ouest canadien. Dans cette mouvance migratoire où on va voir beaucoup d'Européens, ce soit des Britanniques, mais aussi ça peut être des Finlandais, des Allemands, des Ukrainiens, pratiquement toute l'Europe, donc migre en Amérique, soit aux États-Unis ou dans l'Amérique du Nord britannique, donc le Canada. Des prêtres français vont participer également au recrutement de migrants d'expression française en Europe. Donc les migrants, on va voir des Bretons, des Auvergnats, des Jurassiens, etc. Donc tout cela, nous sommes encore dans une migration dont l'origine, c'est la France et l'Europe. Les lieux d'installation de cette troisième migration, c'est après aussi le Québec et d'autres provinces. On les retrouve dans les grands pays, hein, au Manitoba, Saskatchewan, etc., où ils vont fonder des paroisses, des écoles, des journaux, des associations culturelles, etc. Donc, vous voyez également quelques images de ces migrants-là dans les prairies canadiennes. La quatrième phase migratoire, c'est après pratiquement la fin de la Deuxième Guerre mondiale, en tout cas dans les années 1940 jusqu'à 1969. On parle de l'immigration économique. Donc, pendant cette période de reconstruction, également, il y a une immigration qui va venir, mais cette fois-ci, pas forcément de l'Europe, hein, comme je vais le montrer. Oh, excusez-moi. Je pensais avoir... Excusez-moi. Donc, c'est des immigrants aussi à la fois britanniques, américains, mais surtout des immigrants qui vont arriver à partir des Caraïbes. Donc, ce qui va se confirmer dans la cinquième phase, à partir des années 1870, donc le Canada s'ouvre pratiquement, donc des immigrants viennent des Caraïbes. Donc, pour les immigrants francophones, on va avoir beaucoup d'Haïtiens, mais aussi des gens qui vont venir comment on appelle ça, peut-être des Antilles. Pour ce qui concerne l'Afrique noire et le Maghreb, donc c'est à partir donc, de ces années-là. Avant ces années, donc l'Afrique n'était pas encore indépendante et puis l'immigration canadienne n'était pas ouverte à l'Afrique. Donc on va voir cette immigration francophone africaine maghrébine récente, ou en tout cas d'autres francophones dans le monde hors Europe, elle va s'intensifier donc à partir des années 1970 jusqu'à aujourd'hui. Selon les données donc, de Citoyenneté et Immigration Canada pour 2001, qui sont des données quand même un peu anciennes, une bonne partie des immigrants francophones dont le français est la langue maternelle arrivent encore de la France. C'était en 2001, mais aujourd'hui, on voit que la donne est en train de changer. Beaucoup d'immigrants arrivent, même s'ils ne sont pas des francophones de langue maternelle, mais des francophones de langue officielle. C'est des pays d'Afrique où ils apprennent le français à l'école. Alors, donc, loin d'être un obstacle, ces nouveaux immigrants francophones d'Afrique, et d'ailleurs, jouent un rôle important dans la consolidation des populations, donc, ils vont participer à la redynamisation des institutions francophones, aussi à résister à l'assimilation des francophones, notamment hors Québec, à redynamiser l'économie en milieu francophone minoritaire, à permettre l'épanouissement des communautés linguistiques en situation minoritaire, notamment donc, dans les prairies où il n'y avait pas beaucoup de monde déjà, mais aussi où les migrants francophones n'étaient pas assez nombreux. Alors, donc, ça, c'était un bref rappel des différentes vagues migratoires. Mais je vais donc arriver maintenant à la deuxième partie, où j'essaie de montrer comment s'intègrent les immigrants francophones, quelles sont les quelques figures. Cette partie, elle va pratiquement concerner les deux dernières phases migratoires les plus récentes, puisque les anciens immigrants, donc, comme vous le savez, donc, c'est une immigration de peuplement, ils sont dans leur pays aussi, et puis les institutions, l'histoire, c'est eux qui les ont façonnés. Donc, malgré toutes les conditions difficiles, il y a des cas de réussite et des grandes personnalités de cette immigration, notamment récente, des personnalités politiques, des acteurs économiques, des personnalités sportives, des hommes de culture, des intellectuels, des musiciens, bref, dans tous les domaines donc, qui font la grandeur donc, et aujourd'hui la fierté du Canada. Donc, si on regarde également dans cette immigration francophone récente, on peut les voir. Alors, j'ai voulu mettre quelques personnalités ici de cette immigration post-année 1970, que j'appelle donc l'immigration post-seconde guerre mondiale, au rang desquels, par exemple, Firmin Monenstein, qui était le premier maire
de la ville de Mattawa, ici en Ontario, pas loin de là où je suis, donc qui est originaire justement de Haïti, et qui est un de ces personnages qui est venu avec cette immigration. On a là aussi Michael Jean, que tout le monde connaît très bien, qui est aussi le produit de cette immigration-là. Daniel Laferrière, un grand académicien, réalisateur, qui est donc connu non seulement ici, mais en France. On a d'autres figures qui sont connues, notamment dans le monde du sport, avec Piquet Souban. On a dans le monde politique, si on veut parler, l'exemple de Dominique Anglade aujourd'hui, qui était récemment dans les élections au Québec, qui est arrivé deuxième avec le Parti libéral. D'autres jeunes, notamment comme le Québécois sénégalais, Boukhar Diouf, qui est un humoriste. Et de plus en plus, on voit une figure francophone, de francophone africaine et caraïbienne aussi, qui s'intègre bien dans la société canadienne. Je parle également de Bernadette Clément, qui est une avocate politicienne, la mairesse de Cornwall, en Ontario, une des premières femmes donc devenues mairesse. Je peux parler d'autres dans les prairies, Moussa Magassa, je peux parler de Fété, Mama Fété, en Ontario. Donc, il y a des figures comme ça, Ibrahima Diallo, qui ont des pionniers de l'immigration africaine francophone au Manitoba, Kassim Doumbia, premier maire de Nouveau-Brunswick. Donc, la liste, vraiment, elle est longue. C'était quelques petites échantillons que je voulais montrer pour montrer que dans cette immigration récente et les intégrations se font, il y a aussi des figures qui sont là. Alors, la majorité, quand même, est composée de travailleurs de tous les domaines économiques du Canada. On a dans cette mouvance des éducatrices, des éducateurs, des professeurs, des artistes, des banquiers, etc. Donc, ça, c'est la force quand même silencieuse. Même s'ils ne sont pas connus, ils font partie de cette immigration-là. Donc, ici, j'avais dit les grands défis. Donc, je m'étais dit que je vais m'arrêter là un peu pour vérifier le temps. Si on peut, je regarde. OK, donc je vais prendre quelques 10 minutes pour avancer. Maintenant, quels sont les défis? Ça, c'est important, auxquels vont être confrontés ces immigrants une fois arrivés au Canada. Donc, c'est un défi. Donc, le premier, c'est de créer un équilibre entre immigration anglophone et immigration francophone. On sait très bien que l'immigration anglophone est beaucoup plus importante parce que d'ailleurs, d'après les derniers chiffres, l'immigration vers le Canada vient principalement d'Asie, en fait, Asie du Sud-Est. Sur 10 immigrants, les 6 viennent d'Asie. Donc, ce n'est pas des francophones. Ils sont, c'est vrai, asiatiques, mais la plupart du temps, ils sont anglophones. Ils parlent anglais. Mais malgré cela, il y a quand même quelques immigrants francophones qui arrivent, notamment de l'Afrique francophone. Donc, pour que l'équilibre démographique entre anglophones et francophones soit maintenu, ces communautés devraient donc attirer 4 fois plus d'immigrants. Donc, ça montre qu'on a un besoin encore plus réel d'immigrants francophones, non seulement au Québec, mais surtout dans les régions hors Québec. Le deuxième défi, c'est accueillir et intégrer les nouveaux immigrants francophones d'où qu'ils viennent. C'est l'obligation de s'adapter à l'évolution historique, à la configuration mondiale de la langue française aussi, mais surtout combattre un certain nombre de stéréotypes et de préjugés auxquels doivent faire face, par exemple, les parents. Il arrive souvent qu'on juge les étrangers tout simplement par leur apparence, par leur accent, par leur religion, leur origine. Et ça aussi, ça peut constituer un certain nombre de blocages dans l'agrandissement de notre communauté francophone. Il y a aussi un défi sur le plan économique. Donc, l'intégration passe aussi par l'emploi et la profession. Arrivé au Canada, la plupart du temps, certains ont un parcours derrière, mais il faut aussi avoir un diplôme, il faut aller dans les collèges, dans les universités pour occuper un bon emploi. Donc là également, c'est un des défis auxquels sont confrontés un certain nombre d'immigrants. L'autre chose aussi, c'est malgré que nous sommes dans l'immigration francophone, il est aussi important de rappeler que pour vraiment s'intégrer au Canada aussi, il faut un peu se mettre à l'anglais. Comme je dis, il faut parler plusieurs langues, construire une identité avec les différents parcours de sa vie. Donc, on peut parler plusieurs langues. Je donne mon exemple, par exemple. Alors, le fait de parler anglais aussi, ça ouvre aussi plus de possibilités, tout en gardant son côté francophone. Donc, mettre en place une excellente politique d'immigration, c'est-à-dire recruter sur un nombre adéquat d'immigrants francophones, mettre l'accent sur l'insertion économique, donc qui est la clé d'intégration, mais aussi créer une communauté où les immigrants qui arrivent pensent appartenir. Donc, une appartenance à la communauté francophone, une appartenance à la communauté scolaire
pour les élèves, que les parents également participent beaucoup plus dans les activités communautaires. Représentation du genre des minorités ethniques est visible dans l'enseignement aussi, au primaire, notamment dans notre région, ici en Ontario. Donc, l'enseignement au primaire, notamment, est un domaine dominé par les femmes. D'après les expériences, donc, ici, on sait que beaucoup de femmes sont dans les écoles, mais il y a un manque également de représentation, non seulement des femmes, mais aussi des hommes issus de l'immigration francophone. Ça également, ça peut constituer un blocage. Quand on regarde les écoles, notamment les grandes villes comme Toronto ou Ottawa ou même Montréal, une bonne représentation des élèves francophones issus de cette immigration hors du Canada, donc récent. Intégration de nouveaux arrivants aussi, donc, comme je dis, la transmission et l'intériorisation des valeurs, des comportements et des savoir-faire, donc faisant de l'individu quelqu'un qui se sent appartenir à part entière dans la société. L'autre chose aussi, c'est l'occupation géographique. Très souvent, les immigrants se concentrent dans les grandes villes. Il y a un besoin réel dans les endroits un peu plus isolés, mais on ne les voit pas. Donc, les opportunités également sont importantes ailleurs. Ne pas surtout se concentrer, ça crée également de la précarité. Donc, je vais essayer de conclure là pour favoriser un débat ensemble avec vous. L'immigration francophone au Canada donc, est très ancienne. J'ai remonté depuis les explorations françaises jusqu'à aujourd'hui. Il y a des périodes de déclin où il y a aussi, en ce moment, nous sommes dans une phase d'ascendance de l'immigration et les années à venir également, ça va être la même chose puisque l'immigration représente un élément important de l'économie et de l'avancement de la société canadienne. L'immigration contemporaine francophone au Canada, elle est mondiale, dans l'Afrique et le Maghreb. Donc, quand je dis l'Afrique et le Maghreb, c'est que dans la politique migratoire, l'Afrique du Nord, donc le Maghreb, a d'abord été beaucoup plus présente que l'Afrique noire. Donc, et ça aussi, ça se voit dans certaines régions du Canada. L'immigration aussi du Canada, de manière générale, et francophone en particulier, aiderait à résoudre un certain nombre de questions, notamment économiques, sociales, culturelles. C'est ça que j'ai voulu faire cette présentation-là assez rapidement. Et puis, je vais vous laisser la parole pour donner la possibilité de discuter. Merci, Dr Ba, pour cette présentation très intéressante qui nous a permis de mieux comprendre les origines de l'immigration francophone au Canada. Alors, j'invite nos participants à poser les questions. Oui, c'est une bonne question. Vous savez, quand les gens immigrent très souvent, ils essaient d'aller dans des endroits où ils connaissent du monde, ils se regroupent. Et puis, quand on ne connaît pas aussi l'intérieur d'un pays, on ne s'aventure pas. Mais ça, je crois que ce sont les décideurs qui doivent faire en sorte que ces immigrants qui arrivent ne se concentrent pas dans les villes, qu'on en a besoin un peu partout dans le pays. Donc, ça, c'est des programmes. Il suffit de développer des programmes où on leur donne la chance, par exemple, qu'ils arrivent, ils pourront se loger de façon assez rapide, s'il faut aller faire des formations, mais aussi, le plus important, c'est le taux de rétention. Par exemple, quand des immigrants quittent Montréal, quittent Toronto, quittent Ottawa, viennent étudier à Sudbury, à l'Université Laurentienne, viennent faire des formations. Après leur diplôme, d'après les chiffres que nous avons ici, pratiquement moins de 10% restent ici. Ils partent. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'ils étaient restés ici, ils consomment, ils travaillent ici, ça va redynamiser l'économie, ça va agrandir les villes, etc. Ils vont fonder des familles et tout ça. Mais ils partent, donc le taux de rétention est très faible. Donc, c'est en fait comment faire en sorte que les gens qui arrivent, non seulement ils ne restent pas dans les villes, mais ils vont aller dans les petites et moyennes villes. Ils se construisent là-bas, ils ont des programmes et puis ils se fixent là-bas. Donc, ça aiderait parce que le fait que les gens se regroupent dans les grandes villes, ça crée de la précarité. Ils vont avoir des problèmes de logement, de discrimination, plein de problèmes après à cause de la concentration. Et on va avoir des quartiers où les gens se regroupent et ça va être encore plus de stigmatisation et de stéréotypes puisque les gens, ça va favoriser encore plus de communautarisme et ça crée des problèmes. Donc, je crois qu'il y a un besoin de sensibilisation à la fois des gens qui arrivent, donc les immigrants doivent suivre des programmes, on les explique, mais aussi les gens qu'ils trouvent sur place, mais et les partenaires économiques également. Donc, le gouvernement fédéral et les gouvernements provinciaux peuvent travailler avec des partenaires économiques, mettre en place des programmes pour voir quelle utilisation beaucoup plus payante peut être faite des immigrants, donc quand ils arrivent ici.
Oui, Hassen, vous pouvez ouvrir votre micro et poser votre question. Merci. Okay, bonsoir tout le monde. Merci beaucoup, Amadou, pour la présentation, l'excellente présentation. Ma question, j'espère que vous m'entendez. Hein? OK. On vous entend bien, Hassen. OK. Donc, ma question par rapport à la 5e phase d'immigration dont vous avez parlé, Amadou, à partir des années 70. Ma question, plus précisément par rapport à l'immigration francophone, maghrébine ou je dirais nord-africaine, et puis d'Afrique noire. Quels sont les pays, plutôt les vagues, les premières vagues d'immigration, c'est de quel pays? Et la deuxième partie de la question, est-ce que c'est uniquement pour des raisons économiques qu'il y a eu cette immigration? Merci. Oui, donc, comme j'ai dit, l'immigration au Canada, pendant très longtemps, c'était une immigration qui est ouverte à des gens qui viennent d'Europe, sinon aux États-Unis, mais c'est une immigration quand même qui privilégie des gens d'origine européenne. Donc, les aspects d'origine comptaient beaucoup. Hein, il faut être, disons, un peu blanc et chrétien également. Ça, c'est jusque pratiquement après la Deuxième Guerre mondiale. Maintenant, la Deuxième Guerre mondiale, c'est, comme je dis, l'Europe n'envoie pas beaucoup. L'Europe est en reconstruction. Les immigrants européens ne vont pas comme ils partaient. Et il faut aller chercher des immigrants ailleurs. On est allé chercher dans les Caraïbes qui sont plus proches, mais à partir des années 70, on va voir que les États africains vont commencer. Donc, des pays comme le Maroc, comme l'Algérie également, pour le côté francophone, vont commencer à tisser des partenariats aussi avec le gouvernement fédéral ou les gouvernements provinciaux. C'est une immigration aussi économique, bien sûr. C'est le besoin de gens qui viennent travailler, qui sont diplômés. Donc, il faut aller trouver des gens qui sont capables, aptes à combler les besoins du marché canadien. Donc, c'est cela, en fait, on envoie des gens dans les pays pour aller faire des sessions de formation ou d'information, expliquer c'est quoi le Canada, pourquoi on a besoin de gens et quand les gens arrivent au Canada, comment c'est beaucoup plus ouvert, on en a besoin, etc. Et moi, par exemple, pour mon cas personnel, j'étais en France en tant qu'étudiant et puis un jour, il y a des gens qui sont venus du Canada et puis ils ont tenu des stands où nous sommes allés, où ils nous ont expliqué qu'au Canada, on a besoin d'immigrants, notamment d'immigrants francophones, que le marché canadien est ouvert, que les lois sont souples, qu'après 3 ans de résidence permanente, on devient canadien. Vraiment, ils ont présenté ça comme ça. Et puis, donc, c'est à partir de ce moment-là que certains ont fait les demandes et puis ils sont venus au Canada. Donc, vous voyez, c'est cette immigration-là. Donc, parfois, ils vont en France, mais aussi en Afrique également. Aujourd'hui, comme je dis, l'Afrique noire est présente parce que si on regarde la carte de la francophonie mondiale, c'est l'Afrique, donc l'Afrique dans sa globalité, Maghreb et Afrique noire réunis, où il y a le plus de gens qui parlent français dans le monde. Donc ça également, on le voit vraiment de façon assez présente dans les chiffres aujourd'hui. Même si la majorité des migrants du Canada viennent d'Asie, 6 sur 10, comme j'ai dit, quand on regarde l'immigrant francophone aujourd'hui, et les tendances vont se confirmer encore, ça vient de l'Afrique pratiquement. Je ne sais pas si j'ai répondu, mais vous pouvez toujours relancer. Est-ce que nous avons d'autres questions dans l'audience? Avec main levée, Jean-Baptiste. Oui, allez-y, Sam, vous pouvez poser votre question. Ouais, juste pour retourner sur la rétention des immigrants francophones, souvent, comme vous avez expliqué, ils vont comme déménager puis comme retourner au pays. Mais moi, je pense que c'est à cause vraiment du logement. Et la crise du logement, c'est vraiment un des plus grands problèmes qu'on a ici au Canada. Est-ce que vous pensez, ça serait quoi les moyens, ou bien ça serait le rôle à qui de développer des moyens pour avoir des logements spécifiquement pour accueillir les nouveaux arrivants? Parce que c'est aussi un phénomène que je vois avec mes propres yeux, c'est que souvent, ils viennent à l'école, puis s'ils ont un problème ou quoi que ce soit, ça va tomber qu'ils vont bouger un peu partout.
Puis, à cause de la crise du logement et tout ça, ça fait qu'ils décident de juste retourner à la maison avec leur diplôme ou parfois même sans finir. Oui, 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 je comprends très bien. Donc, mais aussi quand on parle de problème de logement, c'est aussi surtout dans les grandes villes. Dans les endroits un peu plus reculés ou dans les villes moyennes ou dans les petites villes, on n'a pas souvent ces problèmes de logement comme les gens le croient. Alors, mais c'est justement ça. Les gens arrivent, ils quittent l'Afrique, ils quittent ailleurs dans le monde, ils se concentrent dans les grandes villes parce que c'est là où ils connaissent du monde, c'est là où ils voient plus de multiculturalité, c'est là où ils voient des choses qui les rappellent leur pays. Et ils oublient que le Canada est vaste. Ils oublient que d'autres régions, d'autres endroits du Canada ont besoin de ces immigrants-là. Mais le tout, comme je dis, ce n'est pas à eux de le faire, c'est aux autorités, gouvernement fédéral et les gouvernements provinciaux, qui travaillent donc avec les partenaires économiques, le monde de l'éducation, pour d'abord sensibiliser, pour faire en sorte que les gens réalisent qu'ailleurs, on a besoin d'eux, qu'ils peuvent rester, bâtir leur vie, construire leur carrière et rester là-bas pour toujours parce qu'on en a besoin. Donc, il me semble que c'est le manque d'information à la base qui manque à ces immigrants-là qui arrivent. Donc, on doit travailler là-dessus pour qu'au moins, parce qu'il y a beaucoup de régions, de villes, par exemple, même les écoles, il n'y a pas suffisamment d'élèves. Hein, les écoles francophones, il y a pas, ou bien les classes sont doublées, alors que ailleurs dans les grandes villes, c'est la précarité, ils sont concentrés. Et donc, il y a un travail d'équilibre qui est nécessaire à faire. On travaille donc entre ces partenaires. Mais ça, il faudra aussi l'expliquer depuis quand on va dans les pays chercher des immigrants. Ne pas seulement laisser les gens arriver, s'installer dans les grandes villes et puis aller loger dans des petits appartements, et puis, alors qu'ils peuvent être beaucoup plus utiles ailleurs. Donc, c'est ça. On le voit un peu partout. Ici, dans le nord de l'Ontario, c'est vaste, c'est grand, mais d'ailleurs, déjà, il n'y a pas beaucoup d'immigrants qui arrivent. Et ensuite, quand ils arrivent, c'est pour faire des études. Très peu restent après leurs études. Et c'est un peu dommage parce qu'on a besoin d'eux ici et ailleurs aussi. Merci beaucoup. Vous avez soulevé un certain nombre de points qui sont très, très pertinents et qui méritent d'être éclairés. D'abord, pourquoi les Asiatiques sont plus nombreux? Donc, comme j'essaie d'expliquer, d'abord, l'Asie, c'est quand même vaste, c'est plusieurs pays, c'est très peuplé, et puis il y a quand même des relations entre beaucoup de pays asiatiques et le Canada, notamment, donc, comme, le Canada, c'est à la fois anglophone et francophone, mais le Canada est plus anglophone que francophone. Ça, c'est clair. Et puis, donc, des pays comme l'Inde, des pays comme les Philippines, beaucoup de pays sud-est asiatiques ont pris le relais de cette immigration dont le centre était l'Europe, hein, la France, l'Angleterre. Je ne dis pas qu'ils ne viennent pas, mais les Européens aujourd'hui ne migrent pas. Ils sont heureux chez eux, ils ont du travail, ils n'ont pas besoin. Ça peut arriver que les gens quittent. Mais des fois, même ce sont des gens qui sont issus d'autres pays, qui sont en Europe et puis qui, à partir de l'Europe, viennent au Canada. Donc ça, pour ces raisons-là, on se retrouve avec les Asiatiques qui sont plus nombreux. C'est aussi peut-être le Canada anglais apporte plus de migrants que le Canada français, surtout. C'est ça aussi, ça joue. L'Afrique anglophone est représentée également. Hein. On a beaucoup de gens qui viennent du Nigeria, de l'Éthiopie et tout ça. Mais comme d'après les chiffres qui sont sortis récemment, il y a plus d'Asiatiques qui ont immigré ces 5 dernières années au Canada qu'ailleurs. Alors, donc, la part réservée aux Français, je n'ai pas les chiffres pour ce qui est des quotas, combien d'immigrants francophones vont, mais ce sont les provinces qui décident. Le Québec a sa propre politique d'immigration, l'Ontario a sa propre politique d'immigration, chaque province a sa propre politique d'immigration. Quand ils vont aller chercher, je sais que quand le Québec cherche des immigrants, la première destination qu'ils vont aller chercher, c'est en France. D'ailleurs, même ça a été beaucoup critiqué. Pourquoi quand vous allez chercher des immigrants, vous allez en France? Une fois, l'actuel, comment il s'appelle, Premier ministre du Québec avait parlé
du bon immigrant. Hein? Il est allé en Normandie, quelque part en France, pour parler du bon immigrant. Ça, c'est des préjugés. Ça, c'est un peu de la stigmatisation. Je pense que quand on est quand on regarde le monde francophone, il y a beaucoup de pays qui ont des gens qui parlent la langue française, qui ont des études, qui ont des diplômes et qui sont capables de venir s'adapter, vivre ici au Canada. On a encore des gens qui traînent avec ces préjugés-là, qui ont le réflexe, c'est quoi le bon immigrant et qu'est-ce que nous voulons comme immigrant au Canada. Donc ça aussi, ça doit être combattu, notamment dans les programmes scolaires, la sensibilisation, dans les médias également, pour que les choses puissent changer. Mais tout compte fait quand même, l'immigration de gens qui parlent anglais, qui viennent des pays qui parlent anglais est encore beaucoup plus élevé au Canada que le reste. Il y a aussi d'autres pays gens qui arrivent, qui parlent espagnol, qui parlent portugais, qui ne parlent même pas ni français ni anglais. Eux autres encore, ils sont moins nombreux. Et d'autres qui ne parlent même pas aucune de ces langues-là, qui parlent d'autres langues qui ne sont pas parlées au Canada. Ça peut être des réfugiés, ça peut être... Donc, la carte, elle est vraiment très vaste. Comme vous avez dit, les défis sont vraiment nombreux. Hein. Immigrer, quitter un endroit, aller vivre à un autre endroit, c'est énormément de choses. Parce qu'on part toujours avec plein de choses. On ne part pas seulement avec son sac, on laisse ses réalités, sa culture, sa personnalité. Non, on ne peut pas. On part avec toutes les choses qu'on a. Et quand on arrive dans une ville ou dans un nouveau pays, on est pressé de trouver un bon logement, de trouver un bon travail, surtout quand on arrive avec famille et enfants. Là, on ne peut plus rien attendre. On a besoin de travailler, que les enfants mangent, que je paye mon loyer. Et là, c'est ça qui fait que les gens prennent du jour au lendemain n'importe quoi comme travail qu'ils ont, même s'ils ont des diplômes très élevés, ils mettent de côté toute leur formation, tout leur parcours, toutes leurs expériences, et puis ils travaillent, et puis une fois qu'ils rentrent dans le système, ils ne peuvent plus sortir, parce que si tu sors encore, tu vas être dans la précarité. Mais ça, c'est une mauvaise organisation de l'immigration. Si on avait dit, OK, l'immigration, c'est des opportunités, parce qu'il faut que les gens sachent que l'immigration, c'est décidé par les pays développés, parce que c'est eux qui ont besoin des immigrants. Les pays qui ne connaissent pas un boom économique, les pays africains ou asiatiques, ils n'ont même pas de ministère d'immigration. Dans tous les pays développés, vous avez un ministère de l'immigration qui s'occupe des questions d'immigration. Et donc, cette immigration-là, c'est une opportunité. C'est une opportunité économique, opportunité culturelle, sociale, politique, à tous les niveaux. Maintenant, si on capitalise cela, on investit sur ça, on prend le temps de former les immigrants, de les aider à mieux s'insérer. Bien sûr qu'ils ne vont pas rester concentrés dans les grandes villes. Bien sûr qu'ils ne vont pas faire des emplois qui sont mal payés. Bien sûr qu'ils ne vont pas juste aller vivre chez un cousin ou une cousine pour avoir un peu plus. Mais c'est parce qu'on n'est pas allé jusqu'au fond des choses. On veut faire venir, mais quand les gens arrivent, ils sont laissés à eux-mêmes. Les informations ne circulent pas. L'aide n'est pas là, le soutien n'est pas ici, et puis les gens se débrouillent comme ils peuvent. Et ça crée la précarité. Et c'est dommage parce que c'est des énergies, c'est des potentialités, c'est des diplômes, c'est des intelligences qui sont en train de s'évaporer comme ça. Donc là, je crois qu'il y a nécessité de se concentrer là-dessus et de mener des débats, comment aider aussi pour que... Parce qu'après tout, le Canada, c'est l'immigration. C'est l'immigration qui renouvelle la population. Nous sommes dans une période où le taux de natalité est faible. Ce n'est pas seulement au Canada, dans tous les pays développés. Donc, ce n'est pas les naissances qui renouvellent la population, c'est les gens qui viennent de l'extérieur. Ça aussi, c'est important. Oui, je suis parfaitement d'accord avec vous sur les questions de parrainage, que c'est long, c'est décourageant. Mais là également, ça dépend des pays tout simplement. Il y a des pays, c'est très rapide. Moi, quand j'ai fait mon processus pour venir au Canada, comme j'étais en France, ça a pris qu'une année. Des gens qui sont en Afrique, c'est 4 ans, 5 ans, 6 ans. Vous voyez, parce qu'on n'a pas confiance à tel diplôme, on n'a pas... Donc, les procédures sont beaucoup plus longues. Et puis, quand ils arrivent ici, la reconnaissance du diplôme, même s'ils ont un doctorat là-bas, même s'ils ont une maîtrise, même s'ils ont un tel niveau, ce n'est pas toujours reconnu. Et donc, il y a vraiment... il faut qu'il y ait aussi de la confiance. Parce que quand on développe une immigration entre des gens qui viennent des pays, surtout une immigration où on part chercher des gens, il faut que ça soit quand même clair pour ne pas aussi décourager. Donc, je suis d'accord avec vous que rester 10 ans à attendre qu'un membre de sa famille arrive, psychologiquement, c'est lourd. Et quand on est psychologiquement affecté, on n'est même pas productif. On ne peut même pas avancer. Donc, ça, je suis aussi d'accord. C'est un processus-là est décourageant. Mais il faut y réfléchir ensemble. Et puis, ces débats-là doivent aussi être menés par les gens qui vivent la situation. Par exemple, très souvent, quand
on décide de qui va venir, comment aider les immigrants ne sont pas là. On parle sans qu'ils soient là. On ne sait pas ce qu'ils ont vécu. On ne sait pas c'est quoi leur problème. S'ils devaient rectifier, moi, si on me demandait dans mon parcours de 12 ans au Canada, si je devais rectifier quelque chose, qu'est-ce que ça va être? Mais je pourrais dire. Mais on ne demande pas aux gens et puis les mêmes choses se répètent. Ça se répète. Et puis les gens, arrivés au Canada, ils vont juste aller vers quelqu'un qu'ils connaissent. Et puis, voilà, comme ça, les gens se regroupent. Et puis les énergies, donc, s'évaporent, comme j'ai dit. Je vois qu'on a 2 mains levées. Je crois que Sam avait la main levée et puis ensuite nous passerons à Joël. Je vais y aller parce qu'il a baissé sa main quand j'ai levé ma main. Peut-être c'était parce qu'il voulait me laisser passer. OK, bon. Alors allez-y. Mais en tout cas, merci Sam. Moi, je suis une personne qui est née au Québec. Mes parents sont arrivés en 1970. Bon, j'ai écrit pour que ce soit plus facile pour moi de le lire. D'après les questions que M. Jean-Baptiste a posées ou bien les points qu'il a amenés, moi, je le vois plutôt comme une volonté ferme. Lorsqu'il dit les familles, ça prend du temps à ce qu'elles se réunissent et puis tout. Mais comment se fait-il qu'on va chercher des personnes ailleurs, dans d'autres pays, avec promesse de ci et de ça, et que oui, vos enfants viendront vous rejoindre, oui, votre mari, peu importe, et qu'après, ça prenne 7 ans. Donc, l'organisation devait avoir été faite avant même que j'aille chercher. C'est impossible que je reçoive mon diplôme et qu'au préalable, je n'ai pas suivi mes cours. Donc, ils vont chercher des personnes, mais alors moi, je ne suis pas sûre que c'est une organisation manquante. Moi, je pense plutôt que c'est une organisation volontaire. Moi, voici ce que j'écris. Donc, c'est volontaire de la part des organisations étatiques. Oui, c'est vrai que des humains sont invités à vivre au Canada, mais il est impossible que les installations, les opportunités professionnelles, les accueils tournés vers un environnement fixe, là, genre ghetto, là, basé sur la personne immigrante, ne soient pas érigés des pères colonialistes pour assurer le néocolonialisme. Ce que je veux dire, c'est que comment se fait-il que des personnes qui viennent de l'extérieur, surtout si on a été les chercher ou bien qu'on fait la promotion du pays, vont partir à l'idée que ça va bien se passer? Et lorsqu'elles arrivent ici, elles sont confrontées à des situations extrêmement difficiles. Logement, travail. Pourquoi on ne leur avait pas dit avant qu'il aurait fallu recommencer tel cours ou tel cours? Non, ça, c'était pas important de le dire auparavant. C'est une fois que ces personnes-là sont ici, parce qu'il y avait un besoin X. Ça n'avait rien à voir avec les besoins de cette personne-là d'aller ailleurs pour une vie meilleure. Tu ne peux pas arriver ici avec des enfants, tu n'as pas de vêtements, il y a l'hiver ici, là, on s'entend? Tu n'as pas de vêtements, tu n'as pas ci, tu n'as pas ça. Donc, les personnes, lorsqu'elles arrivent, elles ne peuvent pas deviner que ça serait mieux que j'aille habiter à Laval, Duvernay, c'est une belle région. Ils ne peuvent pas. Alors, je pense personnellement qu'elles sont détournées pour aller dans des endroits où il y a une population similaire à leur origine pour rester là. C'est volontaire. Ça se peut pas que ce soit si désorganisé, c'est impossible. Oui, je comprends votre point de vue. Mais comme j'ai dit, vous avez raison, il y a beaucoup de manquements. C'est sûr que venant d'Afrique ou ailleurs dans le monde, on pense qu'on arrive au Canada, tout est là, on n'a pas de problème où habiter, on n'a pas de problème pour trouver du travail. Moi, ça a été mon expérience personnelle, ma première année au Québec. Je suis arrivé au mois de janvier, j'ai seulement fait 6 mois au Canada, je suis retourné. Je ne pensais même pas que je vais revenir vivre ici. J'étais déçu. Je ne trouvais pas un logement que je voulais, je ne trouvais pas de travail adapté à mes qualifications. Donc, ce n'était pas l'image que j'avais. Il a fallu que je retourne et puis, à un moment, j'ai appliqué dans des programmes où on devrait enseigner. Et là, j'ai été pris et comme ça, je suis revenu.
avec une autre vision, mais je ne suis même pas resté cette fois-ci où j'étais, je suis allé ailleurs. Tout qu'on fait, c'est vrai que si on ne fait rien, si on décourage, quelque part, c'est volontaire. Donc, l'immigration, c'est tellement sérieux que ça mérite qu'on étudie ça, qu'on étudie la question et qu'on met toutes les possibilités, tous les atouts pour que ça réussisse. Parce qu'une fois de plus, si l'immigration réussit, ça ne réussit pas pour l'immigrant, ça réussit pour le pays d'accueil d'abord. Exact. Donc ça, on est clair, ça booste l'économie, c'est la consommation, c'est l'achat des maisons, c'est tout ce que vous voulez. Donc, s'il y a un échec, c'est des deux côtés. C'est vraiment important la sensibilisation, la formation et le fait de faire comprendre que quand l'immigrant arrive, il a d'abord besoin de se loger, il a d'abord besoin d'apprendre à connaître le pays, il a d'abord besoin, même si les diplômes qu'il amène au pays ne sont pas reconnus, on peut lui donner la chance de suivre 2 ans de formation en baissant les coûts, les frais d'inscription qui vont être supportés par le gouvernement fédéral, par les entreprises, etc. Après, ça permet une fois, après la formation, de trouver du travail, puisqu'une fois qu'on travaille, on paye les impôts, on participe à la vie, donc ça, de toutes les façons, ça va se rattraper. Donc, c'est une organisation qui manque quelque part, malgré la volonté, malgré le fait que les gens sont conscients que l'immigration est quand même importante. Donc, ces questions-là aussi doivent être prises en compte, je crois. Je vais finir très vite, mais j'ai compris tout ce que vous avez dit au début. Mais moi, je suis née au Québec. Vous voyez ma photo. J'ai la même couleur de peau que vous. Et j'ai sensiblement eu les mêmes défis. Vous comprenez? Oui, on ne peut pas retourner nulle part. Je suis née ici. Mais on arrive quand même à un point où malgré tout, la couleur de ta peau fait que c'est impossible que tu sois né ici. Alors, pour moi, personnellement, c'est volontaire. Non, ça parle maintenant des questions de racisme. Ça, c'est différent. Et dans les chiffres qui sont sortis récemment, les gens, les immigrants, donc les gens qui sont nés ici, ce n'est pas les immigrants qui viennent de l'extérieur, mais ceux qui sont nés ici, d'après les témoignages et les chiffres, eux, ils font face à plus de racisme et de discrimination. Alors, c'est plus difficile parce que ici, c'est leur pays. Ils sont nés ici. Ils ont grandi ici. Ils ne connaissent pas ailleurs. Maintenant, si on veut les renvoyer à chaque fois à l'étranger parce qu'à cause de la couleur de leur peau, à cause de leur prénom, à cause de la texture de leurs cheveux, à cause de leurs yeux, bien sûr que ça peut être encore, c'est beaucoup plus décourageant. Ça frappe encore plus. L'énergie que les autres qui arrivent ont pour supporter certaines choses, et celui qui est né ici, celle qui est née ici. Donc ça repose la question du racisme qui est dans un système de dominant et de dominé depuis des siècles. C'est une construction à déconstruire. Si dans nos programmes scolaires, si dans nos médias, si dans nos associations, si dans la société civile, on ne traite pas ces questions-là pour faire en sorte que les gens comprennent qu'être Canadien, être citoyen canadien n'a rien à voir avec ton prénom, avec la texture de tes cheveux, avec tes yeux, avec rien du tout, avec ton origine européenne. Ce n'est pas ça être Canadien du tout. Tant qu'on ne travaille pas ça de façon claire, bien sûr que des gens qui sont nés ici, qui sont renvoyés à leur pays d'origine, qu'ils ne connaissent pas, ils vont encore avoir plus de mal que tout le monde. C'est beaucoup plus décourageant. Moi, par exemple, on peut me dire, je peux n'importe quel moment prendre mes choses et retourner. Même si je suis Canadien, j'aime le Canada. Mais c'est différent de quelqu'un qui est né ici, qui ne connaît pas ailleurs. Vous voyez un peu? Voilà. Non, tout à fait, mais sauf que je finis avec ça, sauf que n'oublions pas, la couleur de ma peau fait qu'automatiquement, je ne suis pas née ici. Ça fait que lorsqu'on me dit, moi, je sais que je ne peux pas retourner dans aucun pays, mais eux, c'est un automatique. Alors, c'est pour ça qu'en partant, lorsqu'ils me voient, je suis l'immigration. Donc, automatiquement, c'est pour ça que pour moi, je disais systémique. Mais là, il y a Sam, alors je vais arrêter. Merci beaucoup, monsieur. Non, je vais encore éclairer un peu plus. Moi, j'ai eu un cas comme parmi mes étudiants. Moi, j'ai eu un étudiant, c'est un descendant des loyalistes. Les loyalistes, ce sont des gens qui ont quitté les États-Unis pendant la guerre d'indépendance, qui sont arrivés vivre dans les maritimes ou bien dans l'Ontario ou au Québec actuel, le Haut et le Bas-Canada de l'époque. Donc, lui, 300 ans. Mais comme il est noir, les étudiants n'arrêtaient pas de lui poser la question, il vient de quel pays d'Afrique? Mais même quand il répondait qu'il est Canadien, les gens ne croient pas. Nous sommes dans un pays où, pour être Canadien, il faut être blanc, entre guillemets, white man country. Ça, c'est une construction. Et ce n'est pas aussi ça qui était le Canada pré-confédération. Ça, c'est vers la fin, après la création de la Confédération, au XVIIIe siècle, on a construit un pays où on a opposé les races. Okay? On a opposé les gens qui viennent d'Europe contre les autochtones et contre tous les autres. Pour être le vrai, il faut être d'origine européenne. Ça, c'est l'héritage de la fin du XIXe siècle, le siècle où il y a beaucoup de théories racistes qui ont été écrites, mais
et puis que les gens ont lu, qui ont absorbé, qui ont été formés, qui sont dans les livres, dans les arts, dans le cinéma, le théâtre, tout ce qu'on veut, qui fait en sorte que, finalement, même si tu vis ici depuis 400 ans, de tes ancêtres, si tu es noir, si tu n'es pas... Même les autochtones qui sont ici depuis des milliers d'années, il y a beaucoup de gens qui ne les considèrent pas comme Canadiens à part entière. Donc, c'est justement, nous sommes dans une structure de colonisation et de domination. Les institutions qui sont en place ne sont pas encore en phase avec la réalité démographique, avec le visage du pays, avec comment est la population. Mais ça se change, ça se travaille dans les écoles, dans les programmes scolaires. Qu'est-ce qu'on enseigne dans les écoles? Qu'est-ce que les jeunes apprennent? Parce que c'est toutes les questions d'éducation. Ces gens qui reproduisent ça aussi, ce n'est pas de leur faute, puisque c'est ça qu'on leur a appris avant. Vous comprenez un peu? Des deux côtés, il faut travailler les mentalités. Ce n'est pas seulement les gens qui sont victimes, mais même ceux qui exercent, peut-être qu'ils n'ont pas eu le choix, ils ne connaissent pas autre chose que cela. Donc, dans nos écoles, dans nos programmes, dans nos collèges, dans nos universités, dans l'opinion publique, dans nos médias, dans nos... tout. Il faut faire en sorte que nous déconstruisons toutes ces choses-là et nous construisons quelque chose de plus inclusif, de plus social, de plus solidaire, de plus vrai, où être Canadien, c'est vivre au Canada, de façon géographique, avoir la citoyenneté canadienne, consommer, payer, vivre ici, aimer ton pays. Moi, être Sénégalais d'origine ne m'empêche pas d'être Canadien. Je suis Canadien, fier d'être Canadien. J'aime le Canada, mais je ne renie pas que je suis Sénégalais, je suis Africain, et il n'y a rien au monde qui peut me changer cela. Mais ça n'empêche pas que je ne cherche pas à ressembler aussi à quelqu'un d'autre, pensant que pour être Canadien, il faut être comme telle personne. Nous sommes dans une société de multiculturalisme intégral. On peut être Canadien en étant noir, en étant asiatique, en étant tout ce qu'on veut. Ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est d'être en bonne conscience avec soi, d'être respecté, de vivre sa vie en tant que Canadien ou Canadienne, tout simplement. Mais ça se travaille, ça s'enseigne, ça se fait dès le plus jeune âge à l'école. Merci beaucoup. Merci. On va prendre la dernière question de Sam, si vous voulez bien ouvrir votre micro. Merci. Donc, le Canada avait prévu avoir 500 000 immigrants, mais le Québec avait fait les mêmes chiffres, mais ils avaient prédit d'avoir 70 000. Mais présentement, les représentants gouvernementaux sont vraiment pas comme à l'aise avec ces chiffres-là. Ils sont à 35 000 et ils pensent que c'est déjà trop à cause que chaque province ont différents critères de quel type d'immigrants qu'ils veulent avoir. Puis en arrivant au Canada, ces immigrants-là, ils n'ont pas leurs certifications sont souvent non valides. Puis ça fait qu'ils prennent des jobs qu'ils ne voudraient pas prendre, mais comme qui sont quand même obligés. Et un truc que je vois aussi, c'est que quand ils viennent ici pour avoir l'éducation, ils se font aussi taxer des frais qui sont vraiment hauts. Donc, ça se voit aussi que Canada profite beaucoup de tout ça. Puis comme vraiment juste le fait que ces taxes sur les frais d'inscription pour les cours, parce que je suis un étudiant international, ça fait ça c'est pas vraiment les personnes qui comme ça, c'est pas vraiment l'idée que le Canada est là vraiment pour les accueillir comme ça. Puis, est-ce que les représentants gouvernementaux maintenant sont prêts à prendre des décisions pour vraiment changer tout ça? Puis, on a vu déjà les propos de certains représentants maintenant, comme le ministre de l'Immigration du Québec, Jean Boulet, qui vraiment juste dit des faits qui sont faux. Puis, c'est vraiment ça que la majorité des Québécois, je vais parler pour les Québécois, c'est vraiment ça qu'ils ressentent. Est-ce que le gouvernement va être prêt pour vraiment changer les règles et tout ça? Puis est-ce que les 500 000, c'est un chiffre un peu trop qui n'est pas réalisable? Alors, pour répondre à cette question, je pense que le Canada, c'est un pays très sous-peuplé par rapport à la superficie. Nous sommes le deuxième pays le plus grand au monde, à 35 millions. Les États-Unis, un peu moins plus grand, font pratiquement 400 millions. Donc, le Canada, même s'il y a beaucoup de territoires qui ne sont pas occupés ou pas faciles à être occupés, mais en tout pour tout, c'est un pays qui peut encore accueillir beaucoup de monde. Ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est que
l'immigration est souvent utilisée comme une question politique pour des questions, pour des votes, des questions électorales. C'est ça le problème. Il y a des gens qui font la politique. Ce qui leur font gagner des élections, c'est de taper fort sur les immigrants. C'est de taper fort sur telle communauté. Ils regardent la population, ils font leurs calculs. Je dis telle chose, ça peut faire mal aux gens, mais les autres sont contents et ils font leurs déclarations. Malheureusement, c'est ça. La politique, ce n'est pas quelque chose des gens qui font c'est le parler, ce n'est pas les faits. Donc, on a des partis, on a des personnalités, on a des gens dans le domaine politique, c'est eux qui divisent le pays. Mais c'est leur fonds de commerce. OK? C'est leur fonds de commerce. Eux, ils font ça parce qu'ils gagnent. Donc, il faut aussi qu'il y ait des partis qui contre-attaquent cela. Il faut qu'il y ait des partis qui fédèrent les immigrants. Il y a des partis qui, il faut faire en sorte de mobiliser les gens. Il faut qu'ils voient, c'est un rapport de force. Moi, je parle de la communauté, par exemple, afro-canadienne. Je sais qu'il y a à peu près 4%. Mais si cette communauté-là, elle se détermine, elle met sur la table ses besoins, et qu'il y a des politiques qui répondent et qui votent pour ces gens-là, peut-être que le problème est réglé. Donc, vous voyez, il y a des choses. L'immigration, ce sont les personnalités politiques qui décident, puisque c'est le gouvernement. L'éducation, ce qu'on apprend à l'école, c'est eux qui décident. L'éducation dépend du ministère de chaque province. Ce qu'on enseigne dans chaque province, ce n'est même pas la même chose qu'on enseigne dans l'autre province. On est dans une fédération. Donc, la question politique, elle est majeure. Mais pour que les gens puissent comprendre la politique, il faut qu'ils soient aussi informés, conscientisés, qu'ils participent et tout. Donc, ce que disent certaines personnalités politiques, que ce soit ici au Canada, aux États-Unis, dans le monde occidental, de façon globale, la question migratoire est politisée. Il y a beaucoup d'hypocrisie là-dedans. On présente les immigrants comme des gens qui dérangent, qui ne s'intègrent pas, qui n'ont ci, ça, etc. On refuse de parler des bons côtés de l'immigrant. Ce qu'il faut, c'est eux qui tiennent le pays. Bien sûr que si les immigrants partent, le pays va tomber. On ne va jamais dire ça. Comprenez? Donc, les immigrants, il ne faut pas aussi qu'ils se découragent. Quand tu viens vivre dans un pays, dis-toi que je suis dans mon pays, je dois tout faire pour m'intégrer. Il n'y a personne. Tout ce que tu peux dire tout ce que tu veux. Moi, je suis Canadien, tu ne peux rien faire. Donc, dans ma tête, je suis Canadien. Il faut aussi qu'on travaille de conscience forte. Pas seulement que la personne te dit des choses, ça te blesse et puis tu ne peux rien faire dans la vie. Il faut croire à ce qu'on est, inculquer ces messages-là aussi à ses enfants, et tout, même si les enfants entendent d'autres choses ailleurs, ils sont convaincus qu'ils sont Canadiens, ça ne va pas les perturber. Tout ça, c'est très important. Mais le grand perdant, ce n'est même pas les immigrants ou le pays d'accueil, ce sont les pays d'origine. Vous voyez des gens, des pays qui forment des gens, qui financent leur éducation, au moment du travail, ils partent ailleurs. Mais c'est l'Afrique, c'est l'Asie, c'est tous ces pays où les gens partent, c'est eux qui perdent, finalement. Donc, il y a un côté aussi dont on parle. Donc, c'est juste pour vous dire que l'immigration, ça dépend de comment on veut la voir, comment on veut la présenter. Mais ce qui est important de savoir, c'est une énorme opportunité, surtout nous, comme communauté francophone, où le français est très malmené au Canada. Il y a beaucoup d'assimilation. Il y a des gens qui sont des Canadiens français depuis des générations, qui sont devenus des anglophones. Il y en a beaucoup. Ils sont des gens qui sont assimilés, qui ne parlent pas le français à la maison, qui parlent anglais, qui pensent que, voilà, ce n'est pas notre faute également. Il y a des raisons à cela. On ne peut pas toujours incriminer quelqu'un. Et dans les mêmes études qu'on voit, ce sont les immigrants qui arrivent, qui sont francophones, qui tiennent plus à la langue française, qui parlent plus, qui la transmettent, etc., etc. Donc, si eux aussi, ils sont discriminés par une minorité qui est elle-même discriminée par la majorité anglophone, finalement, on ne se retrouve pas. Donc, je crois qu'il y a un travail de confiance qui est important. Une connexion. Moi, je trouve qu'il manque une connexion entre ces immigrants francophones qui arrivent et les immigrants qu'ils ont trouvés ici. Il y a beaucoup qui ne veulent pas ouvrir leurs yeux, regarder les immigrants comme des vrais partenaires, comme une opportunité et leur faire confiance tout simplement. Ça, mais c'est dans la mentalité. Si on ne change pas ce qui est dans la tête des gens, finalement, les gens vont agir toujours de la même façon. Donc, c'est un travail de déconstruction très long, très dur, mais qui n'est pas impossible. Merci, Dr. Barr. Je vois qu'on a dépassé 20 heures. Je remercie tous nos participants d'avoir été avec nous ce soir. Un grand merci à Dr. Barr également pour cette conversation très enrichissante.